trop vous endormir après le déjeuner. Je vais vous parler aujourd'hui des influences que peuvent avoir les trajectoires de migration d'individus sur leur projet d'installation au Québec, en partant de la situation de jeunes adultes avec une histoire de migration internationale multiple que j'ai étudiée dans le cadre de mon mémoire. Alors pour mettre un petit peu en contexte, lorsqu'on regarde les statistiques sur l'immigration, on retrouve la plupart du temps des informations sur le pays de provenance ou de naissance des immigrants, rarement sur le pays de provenance et sur d'autres pays où ils ont pu vivre avant de venir ici. Il semblerait que peu d'informations soient demandées ou du moins compilées dans les mobilités antérieures des immigrants. Pourtant, il a été constaté dans de nombreuses études portant sur les parcours d'immigrants, réfugiés et de migrants temporaires, que ceux-ci sont parfois plus complexes que l'on peut s'imaginer. Les gens peuvent avoir fait plusieurs allers-retours avec le pays d'origine et avoir vécu dans plusieurs pays avant d'arriver au Québec. Il a été montré d'ailleurs que ces personnes tirent des leçons et des compétences spécifiques de ces migrations antérieures et que ça peut avoir un effet sur leur expérience d'installation au Québec. Dans le cadre de mon mémoire, je me suis intéressée aux influences que peuvent avoir la mobilité internationale chez des jeunes adultes qui ont fait des migrations multiples avec leur famille durant leur enfance et leur adolescence et qui vivent au Québec de manière temporaire ou permanente. Pour ce faire, j'ai réalisé une étude qualitative et exploratoire basée sur une approche biographique. J'ai recueilli le récit de vie de jeunes adultes qui avaient une histoire, qui avaient vécu dans plusieurs pays différents durant leur enfance et leur adolescence. Et pour des considérations pratiques, j'ai choisi de faire mon terrain avec des entretiens auprès de personnes qui étaient installées au Québec. Il s'agissait soit de Québécois de naissance, d'immigrants ou de personnes résidant ici de manière temporaire. Le recrutement s'est fait par le biais d'une annonce qui a été diffusée sur les listes courriels de l'université et par l'intermédiaire de certains partenaires de l'EDIC. J'ai réussi à recruter 8 participants que je vais vous présenter sous peu, avec lesquels j'ai réalisé une ou deux entrevues semi-dirigées qui ont duré entre 2 et 3 heures. Les entretiens ont été ensuite retranscrits et soumis à une analyse qualitative thématique. Je vais vous présenter quelques résultats préliminaires de mon travail. Je les ai axés plus spécifiquement sur les apprentissages qu'ils ont réalisés au cours de leur expérience de mobilité durant leur enfance, l'influence que cette expérience a sur leur installation au Québec et les projets pour le futur. Donc, j'ai rencontré 8 personnes qui étaient âgées entre 19 et 33 ans, qui étaient d'origine variée, qui ont vécu dans plusieurs mobilités internationales dans différents contextes, que ce soit lié à la profession des parents ou pour des raisons économiques ou encore humanitaires, les familles partant à la recherche de conditions de vie meilleures. On remarquera qu'il y a parfois plusieurs motifs de départ pour ces personnes. Je prends par exemple l'exemple de la famille de Léon, qui est parti initialement parce que le père était diplomate et en fait il y a eu une guerre civile qui s'est déclenchée dans le pays d'origine et a fait qu'ils sont restés, ils ont prolongé leur expatriation, le père continuant à travailler comme diplomate. Ainsi, donc, chaque récit est unique et je peux aussi retrouver des éléments récurrents liés notamment à la mobilité qu'ils ont vécu très très tôt dans leur vie sans en avoir fait le choix puisqu'ils suivaient leurs parents. Ces personnes ont donc vécu des changements réguliers qui sont vus à la fois comme des bouleversements importants et puis avec une certaine fatalité. Les participants disent qu'ils ont fini par devenir habitués à bouger de manière régulière et que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils n'avaient pas leur mot à dire. Ils ont expérimenté durant leur enfance l'intégration et la socialisation dans plusieurs pays, dans des contextes sociopolitiques variés. Ils ont parfois dû changer plusieurs fois de système scolaire au prix de cours de rattrapage, de redoublement lorsque la langue ou le fonctionnement scolaire différait trop de celui dont ils provenaient. Enfin, plusieurs participants ont été confrontés très tôt à des situations de grande pauvreté dans des pays en voie de développement ou encore ont été témoins d'événements d'une extrême violence. Il y a plusieurs personnes qui ont été témoins de conflits armés, soit dans leur pays d'origine ou dans leur pays d'installation, ou des actes de terrorisme. Ces expériences leur permettent de développer des compétences spécifiques, des compétences linguistiques, ils parlent tous au moins 2 langues, si ce n'est plus, des compétences interculturelles et des compétences de socialisation. Ici. Ils ont des facilités en entrant en contact avec des personnes d'origine très variée.
l'adaptation à des environnements nouveaux, une certaine forme de débrouillardise, ils savent bien se repérer et s'orienter dans des environnements qu'ils ne connaissaient pas. De la maturité et la prise de recul par rapport à des événements traumatiques qu'ils ont pu vivre, et une grande sensibilité aux situations de pauvreté ou encore de discrimination dont ils ont pu être témoins ou qu'ils ont vécu eux-mêmes, tels que le racisme ou l'exclusion. Enfin, il y a plusieurs traits qui peuvent se dégager. Ce sont des personnes qui sont très curieux et ouverts, qui se disent très ouverts d'esprit et ouverts à l'autre, notamment. Ils ont souvent un goût pour la nouveauté et ils cherchent le défi. Et le fait d'avoir dû apprendre à composer avec un degré d'instabilité durant leur enfance leur a permis d'obtenir une certaine forme de résilience. Ces compétences et ces champs d'intérêt se reflètent dans leur choix d'activité. On voit que quand on s'intéresse aux activités et d'occupation de ces personnes, au niveau des domaines d'études, ils sont nombreux à avoir fait des études en relations internationales ou en diplomatie. Ils se sont intéressés aux langues, aux sciences humaines ou aux relations humaines. On voit aussi que dans leur orientation professionnelle, ils se sont orientés vers des choses telles que les ressources humaines, le marketing et le business avec plus ou moins l'intention de partir à l'international après, vers l'enseignement des langues, vers l'enseignement universitaire et la recherche. Par ailleurs, plusieurs d'entre eux sont ou souhaiteraient s'investir au niveau professionnel ou social dans le développement international ou dans l'humanitaire, la défense des droits des immigrants ou des minorités, ou encore la défense de l'environnement à un niveau transnational. En ce qui concerne l'arrivée et l'installation au Québec, les personnes que j'ai rencontrées vivaient donc tous au Québec au moment des entretiens. 3 participants, les 3 premiers étaient arrivés en tant qu'adolescents avec leurs parents, dans un contexte d'immigration économique ou comme demandeurs d'asile, dans le cas de Johanna. Dans les 3 cas, on notera que les familles ne parlent pas français à l'arrivée. Il faut aussi noter que Johanna est arrivée avec sa famille en Ontario et qu'ensuite ils ont déménagé comme jeunes adultes au Québec. 4 participants, les 4 du milieu sont arrivés en tant que jeunes adultes pour faire leurs études et plusieurs, Alan et Léon, se sont installés secondairement en tant qu'immigrants. Alors que Laura et Thomas étaient là depuis quelques mois seulement, et Thomas venait juste pour un échange universitaire de 4 mois, alors que Laura venait pour faire ses études et une maîtrise. J'ai aussi choisi d'inclure le récit de Mila, qui n'est pas vraiment une migrante puisque son père est québécois, mais en fait elle n'avait jamais vécu au Québec avant l'âge de 14 ans, quand elle est revenue pour des raisons familiales. Et par plusieurs éléments, son récit décrit une expérience d'intégration et des questionnements qui sont un peu similaires à ceux des autres participants. Concernant le choix du Québec pour les familles et les jeunes adultes, il y a plusieurs éléments qui sont venus influencer les familles. D'abord, le fait que le Québec offre une situation sociale et économique favorable et stable. Un réseau plus ou moins serré de connaissances va aussi favoriser le choix pour le Québec. Et surtout le fait que le pays offre des facilités d'immigration, puisque dans les 3 situations que vous avez présentées au début de familles qui sont venues s'installer, les familles étaient arrivées au Canada après avoir tenté une immigration dans d'autres pays. Par exemple, dans le cas de Johanna, elle avait fait une première demande d'asile dans un autre pays qui a été débouté, puis c'est ensuite qu'ils sont venus s'installer au Québec, enfin au Canada, en Ontario. Pour les participants qui sont arrivés seuls comme jeunes adultes, tous étaient venus initialement pour faire des études, avec plus ou moins l'intention à long terme de s'installer au Québec. Là encore, le fait d'avoir des contacts sur place de la famille a favorisé leur choix pour le Québec. Le français était un élément important, puisque la plupart d'entre eux parlaient déjà français, avaient fait leurs études dans un système français, ou encore voulaient le consolider, comme Laura, ou encore Johanna, qui est venue spécialement d'Ontario vers le Québec pour apprendre le français. Ils ont été attirés par les universités québécoises, qui offraient des programmes qui les intéressaient, avec des frais universitaires plus bas qu'ailleurs. Quelques participants ont mis en avant la réputation de la société québécoise, d'être une société accueillante et progressiste, notamment le cas de Léon,
qui a vécu des mauvaises expériences de discrimination et de racisme en Europe. Et il avait décidé de ne pas rester en Europe à cause de ces expériences et il voulait faire des études ici. Enfin, la majorité d'entre eux ont aussi été attirés par la nouveauté d'aller dans une région du monde qu'ils ne connaissaient pas, après avoir déjà vécu en Europe, en Afrique ou au Moyen-Orient. On voit donc que dans le choix de ces participants et de leur famille, il y a des éléments qu'on retrouve chez tous les immigrants. Et il y a aussi un élément en plus qui est que le choix prend en compte les expériences antérieures de migration dans d'autres pays. Il y a plusieurs facteurs qui ont facilité l'installation des participants et leur insertion dans la société québécoise. L'existence de programmes qui favorisent l'intégration des immigrants, tels que des programmes d'aide à l'apprentissage de la langue ou des programmes d'aide au logement, dont les familles ont pu bénéficier. De plus, la famille de Johanna a obtenu un statut légal qui lui permettait de construire une vie ici, ce qui n'était pas le cas avant dans les autres pays où elle a vécu. Une société dans laquelle ils se sentent acceptés et en sécurité et qui tolère par exemple le fait que des minorités culturelles expriment leurs fêtes et leurs traditions est un élément qui a été soulevé. La présence de réseaux d'amis, de compatriotes ou encore un réseau familial a également contribué grandement à leur installation. Certaines compétences personnelles jouent également un rôle. Des facilités à apprendre de nouvelles langues leur ont permis de limiter la durée des périodes de francisation pour ceux qui ne parlent pas français. Plusieurs décrivent une capacité à prendre rapidement de nouveaux repères qui a permis de limiter le choc culturel et s'adapter rapidement au quotidien. Léon, par exemple, qui est originaire d'Afrique, avait une bonne connaissance des modes de socialisation dans les pays occidentaux et lié à ses expériences antérieures de vie et de scolarisation dans des systèmes occidentaux. Et ça a fait qu'il dit qu'il a eu beaucoup plus de facilité à trouver ses marques qu'une personne qui serait arrivée directement d'Afrique. Enfin, les comparaisons entre les différentes expériences qu'ils ont vécues dans d'autres pays permettent aussi à ces participants de se rendre compte à quel point il y a plus de facilité à s'intégrer au Québec liées aux différentes propositions qui leur sont faites. Malgré ces facilités, l'intégration ne va pas sans quelques difficultés et quelques embûches. Pour ceux qui sont arrivés en famille, l'apprentissage du français pour les parents était plus compliqué. En même temps, ils devaient travailler et s'insérer dans une société dans laquelle ils ne comprenaient pas nécessairement la langue. L'absence de reconnaissance des diplômes étrangers s'est traduite pour certaines familles par une perte de statut et un déclassement social, et la nécessité de reprendre certaines formations. L'isolement social et l'absence de réseau professionnel n'a pas facilité cette insertion professionnelle. Les démarches d'immigration étaient longues et complexes et ont parfois obligé les familles à limiter les voyages de retour dans le pays d'origine, ce qui a favorisé des distanciations avec la famille, et notamment pour plusieurs personnes qui sont parties sans leur père, parce qu'il y avait eu un divorce, qui n'ont pas vu leur père pendant 3, 4, 5 ans. Ça a grandement augmenté les distances. Les enfants ont par ailleurs rencontré des difficultés spécifiques à l'école. Il a été mentionné que les classes d'accueil ont parfois contribué à exclure plus qu'autre chose, puisque les élèves migrants étaient à part. Par ailleurs, l'absence de reconnaissance des apprentissages scolaires réalisés à l'étranger et une organisation différente des systèmes scolaires ont entraîné des redoublements, avec parfois un fort découragement, voire un abandon des études pendant quelques années dans le cadre de l'année. Et l'éloignement avec les membres de la famille est difficile pour tout le monde, d'autant plus que ce sont souvent des familles qui sont éparpillées dans plusieurs pays au fur et à mesure des migrations. La difficulté à créer des relations profondes avec les Québécois est quelque chose qui est revenu vraiment fréquemment dans les entretiens. C'était mis sur le compte de plusieurs facteurs. Le fait que les groupes d'enfants ou d'étudiants étaient déjà constitués depuis longue date faisait qu'ils avaient du mal à s'intégrer. Ils ont mis en avant un certain degré de fermeture et une réticence des Québécois à faire entrer de nouveaux arrivés dans leur cercle plus intime. Et ces difficultés viennent également du fait que les participants ont un attrait naturel vers les autres, pour les cercles internationaux, et ne vont pas nécessairement chercher à aller rencontrer que les Québécois. Et des décalages de mentalité et des décalages entre leurs intérêts propres et
pour la mobilité et le voyage et celle de personnes plus sédentaires. Alan et Léon décrivent par exemple des situations d'incompréhension avec des personnes qui n'ont jamais été plus loin qu'une quarantaine de kilomètres de chez eux. Enfin, pour certains, l'arrivée au Québec représente une rupture avec la mobilité à laquelle ils s'étaient habitués. Ils décrivent ainsi un besoin de nouveauté qui est présenté comme élément essentiel à leur bien-être, avec lequel ils doivent composer, ce qui se traduit par des voyages réguliers hors du pays et qui a poussé plusieurs participants à changer plusieurs fois de ville ou encore à réaliser des stages à l'étranger durant leurs études. Au fil du temps, les participants ont fini par se construire une vie sociale, professionnelle et affective au Québec. Je me suis attachée à voir quel lien ils avaient établi avec le Québec. Lorsqu'on demande aux participants d'où venaient-ils, ils donnent parfois des réponses un peu surprenantes. Plusieurs participants se présentent comme québécois, ou de plus en plus québécois. Parmi les explications qui mettent de l'avant, ils vont dire qu'ils ont été éduqués ici, qu'ils ont grandi là, qui s'identifient aux valeurs, à la mentalité et au mode de vie québécois. Il y a aussi un sentiment d'appartenance qui est lié au temps qu'ils ont passé ici. Alan, qui a changé 7 fois de pays durant son enfance, va dire ça fait 6 ans que je suis là, mais en même temps, ça fait plus de temps que je vis ici qu'ailleurs pendant tout le restant de ma vie. Enfin, le fait d'avoir créé des relations significatives avec des personnes sur place, notamment d'avoir des conjoints québécois, joue sur ce sentiment d'appartenance. Le regard que portent les autres Québécois joue aussi un rôle important dans ce sentiment. Pour citer un petit extrait de l'entretien de Léon, c'est je ne suis pas québécois, les Québécois sont des blancs descendants de français. Ça, c'est les Québécois. Toi, tu es noir, ou tu es minorité visible, ou tu es minorité ethnique, ou tu es anglophone. Tout ça, on te met dans des cases. Le sentiment d'attachement au Québec se conjugue toujours avec un sentiment de venir ailleurs aussi. Ils restent bien évidemment attachés à leur pays d'origine, où il leur reste souvent de la famille, mais ils gardent aussi des liens avec d'autres pays où ils ont grandi, qui ont contribué à les former. Léon, Alan, Laura, Mila mettent en avant une identité à multiples facettes, un côté québécois, mais aussi un côté africain, européen, voire moyen-oriental. Enfin, plusieurs participants mettent en avant une identité qui dépasse les frontières et se décrivent volontiers comme citoyens du monde. Alors, je me suis un petit peu appliquée à voir quelles étaient les aspirations pour le futur pour ces participants. J'ai pu dégager plusieurs tendances. Dans tous les cas, le fait d'avoir un conjoint, quand il y en a un, n'est pas négligeable dans les projets pour le futur. Il y a aussi le rôle des opportunités qui se présenteront à eux, qu'elles soient ici ou ailleurs. Thomas, qui était présent au Québec pour quelques mois, n'avait pas encore déterminé précisément quels étaient ses projets. Il prévoyait à court terme de retourner en Europe pour trouver sa copine et finir ses études. Mais son séjour au Québec lui a permis de voir de nouvelles perspectives, notamment en matière d'enseignement universitaire. Et il envisagera peut-être de revenir faire cela au Québec. Margareta, après un début de vie marqué par de nombreux déménagements, se décrit comme une nomade avec un grand désir de sédentarité. Elle aspire à trouver une forme de stabilité, avec dans l'idéal un travail au Québec, une petite famille dans une petite maison dans les bois, mais elle garde une ouverture aux opportunités que lui fourniront la vie. Johanna sent qu'elle est chez elle au Québec, mais elle dit également qu'elle est prête à déménager de nouveau s'il y a besoin. D'autres, comme Mila ou Maria, ont choisi des formations professionnelles qui leur donnent des ouvertures vers l'international. Elles souhaiteraient continuer à effectuer des mobilités, mais de courte durée, tout en gardant un point de rattachement au Québec où sont installés leurs familles. Enfin, plusieurs participants, comme Léon, Alan, Laura, souhaiteraient continuer à mener une vie de mobilité en changeant de pays selon leurs opportunités. Ils se sont rendus compte, au gré des mobilités qu'ils ont vécues durant leur enfance et comme adultes, qu'ils étaient capables de se sentir chez eux un peu partout, où ils arrivaient à créer des liens importants avec les gens. Et ils aimeraient offrir la même chance à leurs enfants. On voit donc que cette expérience de mobilité familiale a grandement formé la vision des participants à cette recherche et bien influencé leur projet pour le futur, au point que plusieurs décrivent la mobilité comme un élément essentiel dans leur vie, et qu'elle s'est rentrée dans leur ADN.
ça restera présent pour le futur. Il semble donc important à ce compte de prendre en compte ce facteur-là chez d'autres populations immigrantes pour voir à quel degré celui-ci peut intervenir dans leurs propres expériences de mobilité. Pour renvoyer à la fin de la discussion de ce matin, il y avait la notion de carrière migratoire. On voit que chez les participants, en tout cas, c'est quelque chose de très important. Merci.